Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc sur notre dernier débat de ce soir. Un débat consacré à l'Italie, où se sont tenues des élections législatives dimanche. Élections qui ont débouché sur deux assemblées sans majorité, puisque les Italiens ont voté à la fois pour élire leurs députés et leurs sénateurs. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve avec deux chambres sans majorité. Alors, pour discuter de tout cela ce soir, nous avons invité 4 personnes. Donatella Alfonso, bonsoir. Journaliste à la Repubblica, auteur de plusieurs ouvrages. Et Donatella, je vous ai rencontré à l'occasion d'un reportage à Gênes, tout récemment. Autour de nous également, Jérémy Dousson, vous êtes journaliste, bonsoir, et vous êtes aussi l'auteur de ce livre, un populisme à l'italienne, comprendre le mouvement 5 étoiles. Et donc nous allons revenir ensemble sur ce mouvement. Un populisme à l'italienne, point d'interrogation. Point d'interrogation, effectivement, il faut le signaler. Nous allons discuter de tout cela. Également Christophe Bouillot, bonsoir. Bonsoir. Alors Christophe, on s'est souvent parlé au téléphone, on vous a quelquefois interviewé pour Mediapart et vous êtes professeur en sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Et puis Camille Bedoc. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et vous avez notamment travaillé sur la très complexe loi électorale italienne et on viendra dessus aussi. Et avec moi pour animer cette discussion, mon collègue Fabien Escalona. Bonsoir. Alors, dimanche soir, donc, on a vu arriver en tête du scrutin ce mouvement 5 étoiles avec près de 33% des voix. On peut voir peut-être en direct une infographie qui indique les résultats des différents partis. On voit effectivement à la fois ce mouvement 5 étoiles qui est arrivé en tête. On a vu aussi les partis traditionnels, le Parti démocrate et Forza Italia, la formation berlusconienne, en net recul. Et nous allons donc développer tout ça. Alors Donatella, vous étiez jusqu'à ce matin encore en Italie. Oui, c'est quoi l'ambiance là en ce moment? Alors, l'ambiance, c'est différente. Il faut dire que les gens qui ont encore voté pour les partis de gauche, c'est-à-dire pour les partis démocrates, mais aussi pour Liberi Uguali, Libre Égal, c'est-à-dire ceux qui étaient maintenant hors du Parti démocrate, ils sont bousculés comme ça. Ils sont bousculés. Il y a des gens qui, sur les réseaux sociaux, écrivent bon, ils vont faire les bagages, ils vont fuir à la Suisse, au Canada, et autre chose comme ça. Les problèmes, les vrais, les premiers jours a été un jour très difficile pour comprendre. Et vous pensez que le site de Repubblica a eu 12 millions de contacts. C'est vraiment une chose jamais vue, car il y avait beaucoup d'intérêt pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il était les choses à faire. Les problèmes, c'est vrai, la loi électorale, madame la connaît bien, elle a étudié, la loi électorale est impossible à désigner quelqu'un en vainqueur. Il fallait avoir les 40% des votes, mais pour une coalition. En tout cas, on dit que la loi a été faite par Matteo Renzi, le secrétaire maintenant démissionnaire du PD, pour avoir la majorité, mais il n'a pensé qu'il y avait des autres forces qui pouvaient vaincre et qui pouvaient avoir plus de votes que lui. Et alors, maintenant, la situation est bloquée. Mais il y a des choses, il y a beaucoup de discussions sur une chose. Maintenant, ce matin, Luigi Di Maio, le leader du mouvement 5 étoiles, oui, qui se nomme le chef politique du mouvement 5 étoiles, a écrit une lettre à la Repubblica et qui, jusqu'à la semaine dernière, était vue comme le porte-voix de Renzi. Et alors, l'ennemi des 5 étoiles. Maintenant, il a écrit une lettre pour dire qu'il faut que nous travaillions tous ensemble. On ne peut pas.
c'est écrit, je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrite, car on blague beaucoup sur sa grammaire, sa connaissance de la grammaire, ses conjonctifs qui vont d'autre part, choses comme ça. Mais il a écrit, on ne peut pas bloquer les vents avec les mains, il faut faire quelque chose tous ensemble pour le bien du pays. Sur cette chose, on sait maintenant partager les idées et les réponses. Et il y a la grande partie des démocrates qui pensent que ce n'est pas possible, car pendant toute la campagne électorale, les 5 étoiles ont violemment parlé du Parti démocrate et maintenant, on n'est pas possible de faire une alliance avec eux. Mais on va revenir peut-être un peu plus tard sur le jeu des coalitions, mais là, en gros, c'est quoi le calendrier et concrètement, comment ça va se passer? C'est le président qui invite les partis à discuter, à former une coalition? Il faut avoir le 23 de mars, sera le premier jour où les deux chambres, la Camera et le Sénat, vont se réunir pour la première fois. Et c'est le jour dans lequel on va élire les deux présidents, le président de la Chambre des députés et le président du Sénat. Avec ces deux figures institutionnelles, alors le président Mattarella peut le convoquer et commencer les consultations et donner une charge explorative à quelqu'un. Mais peut-être sera après le jour de Pâques. Hein? On va déjà en avril. Oui, parce que là, on est parti pour peut-être 1 mois et demi de tractation. Oui, alors, on va commencer par le mouvement 5 étoiles, par parler de ce mouvement-là, qui a fait effectivement le plus grand score dans cette élection. Alors, je me tourne vers vous, Jérémy Doucet, puisque vous êtes l'auteur de ce fameux livre sur le mouvement 5 étoiles. Il y a une citation que j'ai trouvée géniale qui est au début du livre, qui est celle de Piero Fassino, qui est l'ancien maire de Turin, qui était le Parti démocrate, donc le centre-gauche, le parti de Renzi. Il s'est fait chipper sa mairie par des 5 étoiles aux dernières élections municipales. Et quelques années auparavant, en 2009, c'est-à-dire au moment où les partisans de Beppe Grillo, le fondateur du M5S, avaient envisagé de passer par les primaires du Parti démocrate, ils avaient décidé de le bloquer. Et Fassino avait déclaré, si Grillo veut faire de la politique, qu'il fonde un parti, qu'il mette sur pied une organisation, qu'il se présente aux élections, et on verra bien combien de voix il prend. Bon, là, ils ont vu. Ils ont vu. Et là, 8,7 millions en 2013 et 11 millions dimanche. Alors voilà, ça c'est la première question, c'est que c'est très rare non seulement de voir un parti qui se fonde, qui perce à un niveau pareil déjà en 2013, et en plus de ça, un parti qui progresse à l'élection suivante. Est-ce que vous avez des clés d'explication de ça ? Selon les chercheurs en sciences politiques, c'est le plus gros départ d'un parti politique depuis 1945 dans toute l'Europe en fait. Alors, il y a eu Emmanuel Macron en France, mais au final, il s'était aussi allié avec le MoDem. Là, un parti seul n'avait jamais fait ce score-là. Et en fait, les recettes du succès, elles sont assez classiques au final. C'est un discours anti-système radical. Beppe Grillo, avant de faire ça, il sort de 30 ans en fait, de carrière, où c'est un comique très célèbre en Italie. Certains de ses spectacles, quand ils sont télévisés, ils peuvent réunir 15 millions de téléspectateurs. Plusieurs fois homme humoriste de l'année. Il a joué un film avec Coluche. Souvent, on le compare à Coluche. On dit souvent c'est le Coluche italien, pour simplifier. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, il a commencé à organiser une société civile derrière lui. Donc, il y avait des groupes locaux qui s'organisaient dans toute l'Italie pour discuter de ce qu'il faisait dans ses spectacles. Il a organisé les Vaffanculo Days, donc, où il s'agissait de réunir des signatures pour faire passer des référendums ou des lois, par exemple, interdire qu'il y ait des condamnés au Parlement. Il a essayé de se présenter aux primaires du Parti démocrate et en fait, à chaque fois, le système, comme ils disent, a bloqué et n'a pas entendu les protestations ou ce qu'ils demandaient. Et un jour, en fait, ils sont devenus leur propre débouché politique, donc c'est en 2009, sur cet aspect anti-système. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi dans la critique du système, la critique des élites politiques et financières, mais aussi la critique du monde des affaires, la critique du système économique. Et il porte aussi un discours assez écologique qui ne tire pas le vote 5 étoiles. Le vote 5 étoiles, c'est vraiment un vote anti-corruption, anti-élite, mais qui est aussi très présent dans leur discours.
Alors justement, pour essayer de cerner la nature de la bête, si j'ose dire, parce qu'en France, c'est très déroutant quand même, et pas qu'en France, je pense. Et on a, y compris dans les colonnes de Mediapart, des qualificatifs différents qui ont été employés à la fois par les journalistes, les reporters, les chercheurs à qui on pose la question. Voilà, on a les lecteurs qui réagissent aussi. Les lecteurs qui réagissent. Et donc, voilà, typiquement, la grande question, c'est sur l'échelle droite-gauche, où est-ce qu'on le situe? Est-ce que c'est une échelle pertinente pour essayer de situer ce parti? Est-ce qu'il faut se référer à un autre système de coordonnées? Comment vous voyez les choses, vous qui avez beaucoup travaillé quand même sur... En général, les gens situent le mouvement 5 étoiles par rapport à eux. Et donc typiquement, les lecteurs de Mediapart, ou même les journalistes à Mediapart ou autres, vont avoir tendance plutôt à le placer à droite. Et c'est clair que par rapport à Potere al Popolo, par rapport à Libre Ego, et encore on pourrait parler de Libre Ego, le mouvement 5 étoiles est plus à droite. Maintenant, moi je me suis positionné dans mon livre du point de vue de l'électorat, et très clairement c'est flagrant, c'est un électorat centriste en fait. Très dispersé, c'est-à-dire que les chercheurs en sciences politiques, et il y en a ce soir, ils pourront confirmer, appellent ça un parti attrape-tout, catch-all party, mais qui est dispersé autour du centre. Ça va loin à gauche, loin à droite, mais quand même centriste. Alors, justement, je vais vous faire peut-être réagir Camille Bedoc et Christophe Bouillot sur ce diagnostic-là. Je ne sais pas qui veut commencer. Sur voilà, la nature du M5S, c'est effectivement sa sociologie, sa géographie électorale, d'où viennent tous ces électeurs qui en font aujourd'hui le premier parti italien. Ouais, si je puis me permettre d'intervenir, je pense que ça a été redit un peu lors d'une journée d'études qui a été organisée là, à Sciences Po par Marc Lazare. Le M5S, c'est quand même le résultat de l'insuccès de tous les autres. C'est-à-dire qu'il y a fondamentalement, on ne comprend rien au M5S si on ne sait pas que aussi bien à la droite que la gauche ont gouverné le pays, il y a eu des alternances successives et que le résultat est catastrophique. Donc déjà, il y a un rejet, on peut expliquer ce rejet de la droite et de la gauche par l'échec. Et de ce point de vue-là, ça ressemble un peu à Macron. Sauf que Macron, c'est un M5S sommital, et là, c'est plutôt un M5S, un mouvement qui vient de la base. Mais fondamentalement, c'est le rejet. Et autre aspect, effectivement, moi je pense que la vraie ligne de fracture, c'est que ce n'est pas un parti de gauche traditionnel parce qu'ils sont neutres en matière d'immigration. C'est-à-dire qu'en gros, si on dit que la fracture fondamentale en Europe aujourd'hui, c'est sur un des deux axes, c'est l'axe autoritaire contre l'axe libertaire. Ils sont clairement du côté neutralité. Neutralité, c'est-à-dire pour eux, ils ne sont pas pour l'immigration, ils ne sont pas contre. Voire ambiguïté. Plus. Oui, alors pas plus ça, je voulais rebondir là-dessus parce dire, que là, j'ai ramené de reportages le tract électoral du mouvement 5 étoiles avec ses 20 principaux points. Et justement, l'immigration fait partie des points du programme du mouvement 5 étoiles. Et ça apparaît sous la phrase « Stop au business de l'immigration ». Donc, ce n'est pas du tout une approche humanitaire. Et c'est là, moi, je pense quand même qu'il se distingue de la gauche italienne, ou en tout cas de la gauche de la gauche. Et est-ce que sa manière d'aborder l'immigration en fustigeant le travail des ONG et en réclamant la fin du business, parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi des problèmes avec les mafias, etc. Mais est-ce que là, on n'a pas affaire quand même à des propositions de droite? Camille Bedoc. Après, sur l'immigration, il y a aussi le fait qu'en fait, l'électorat italien est tellement, crispé sur ces questions que finalement, je ne sais plus s'il n'y a pas un sondage de la Louis récemment qui montrait que 80% étaient pour une approche extrêmement sévère, que c'est presque un enjeu valence, comme on dit en sciences politiques, c'est-à-dire où l'ensemble de l'électorat est d'accord quasiment pour une approche très dure. Et donc, dans ce cadre-là, le mouvement 5 étoiles ne s'est pas tellement distingué, effectivement, a eu des phrases très dures, mais de mon point de vue, ce n'est pas ça qui leur fait gagner des électeurs. Si on regarde, pour revenir à la question de tout à l'heure, la géographie électorale, c'est dans le sud, très fortement, où ils ont fait des scores qui n'avaient plus été vus depuis la démocratie chrétienne, en Sardaigne, en Sicile, dans certaines zones autour de... Il y a 40, presque 50%. 40, 50, 60. Donc, en fait, ils ont un électorat qui avant tout aussi, s'est positionné aussi sur des questions économiques. Par exemple, attiré par le revenu, le reddito di cittadinanza, qui promet quand même le revenu de citoyenneté, qui est une sorte de revenu minimal garanti, ou des choses comme ça. Et quand on regarde les zones géographiques dans lesquelles le mouvement 5 étoiles a fait ses plus gros pics, il a aussi été montré que c'était des zones qui étaient quand même économiquement particulièrement sinistrées, et c'est pas un hasard. Tandis que les zones, justement,
qui sont traditionnellement dures sur l'immigration, notamment dans le Nord, elles ont depuis longtemps un parti qui les représente, qui est la Ligue du Nord. Donc je pense que si on était un électeur italien qui voulait avant tout voter sur cette question-là, on avait beaucoup plus d'offres à droite pour le faire que de voter pour le mouvement 5 étoiles. Donatella Alfonso, sur cette question du M5S et de l'immigration. C'est vrai ça. Et je voulais dire des choses il y a des questions sur lesquelles le mouvement 5 étoiles n'a pas pris une position précise. Et l'une, c'est l'immigration. Ils n'ont jamais parlé de qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui sont là, qu'est-ce qu'il va faire comme accueil, comme des politiques d'accueil. L'autre chose, c'est la question de l'antifascisme. Et pourquoi, pendant la campagne électorale, il y a eu beaucoup de problèmes avec des formations d'extrême droite, qui c'était surtout Casa Pound et aussi Forza Neuve, mais surtout Casa Pound, qui est arrivé aux élections, et on a craigné une montée noire, une vague noire. Et ils ont fait beaucoup de manifestations. Il y a eu des manifestations, aussi des émeutes, je peux dire. Mais quand les votes ont été très peu, ils ont raté l'1%. La question est que beaucoup des idées néofascistes sont les mêmes qu'on peut retrouver entre la Ligue du Nord. Et la Ligue du Nord et Frères d'Italie, Fratelli d'Italia, aussi le mouvement de Giorgia Meloni. Qui est également allié à Forza Italia de Berlusconi. Qui venait, elle vient de l'extrême droite de Rome. Et alors, on a eu cette sensation négative d'un risque de néofascisme. Mais dans les résultats électoraux, il n'y a plus. On ne peut pas dire que la chose n'est pas vraie. En tout cas. Mais donc le mouvement 5 étoiles, c'est pas du tout positionné par rapport à ce danger, ils ne se sont pas positionnés. Je fais un exemple. Et à Gênes, on a l'ANPI, l'Association nationale des partisans italiens, qui est une association antifasciste. Il n'y a plus beaucoup de partisans qui ont presque 80 tous. Oui, mais ce sont des résistants, des antifascistes, et c'est une association qui a beaucoup de discrétion. Et on demandait à tous les candidats de subscrire une déclaration d'antifascisme. Et tous les candidats du Parti démocrate, de Liberego, ont signé. Et il n'y a eu de réponse du mouvement 5 étoiles. Pas de réponse du mouvement 5 étoiles. Jérémy, vous vouliez réagir aussi ? Oui, là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a eu ça dans la campagne électorale, et clairement, ça a clivé l'électorat entre ceux qui osaient, entre guillemets, c'est ça qui est terrible, se déclarer antifascistes, et ceux qui ne le faisaient pas, et où alors... Ils sont positionnés, mais c'est vraiment du ni oui ni non. C'est-à-dire que quand le journaliste leur dit à eux, et puis à droite, ils sont forts pour ça aussi, est-ce que vous êtes fasciste ou antifasciste ? Ils partent sur 2 minutes, le fascisme est mort, c'est la Constitution qui fait qu'il ne reviendra pas, etc. Donc clairement, ça a pu cliver. Moi, je m'attendais à ce que c'est quand même un impact électoral, et on se rend compte que ça n'en a pas eu, quelque part, parce qu'il y a Macerata qui est là où, en fait, il y a eu la personne qui a tiré sur 6 personnes de couleur. Premier parti, mouvement 5 étoiles. Deuxième parti, la Ligue. Alors que c'est la ville qui a cristallisé quand même ce débat-là. Et le débat qui est lié sur l'immigration, plus que neutralité haute, je parlerai d'ambiguïté, parce que c'est sûr qu'à court terme, ils sont sur une position qui est dure, mais qui est en fait celle du Parti démocrate. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec la politique de fixation des populations de migrants sur les côtes libyennes en finançant les milices locales, comme le reste de la classe politique. Par contre, ils sont capables, alors réalisable ou pas, d'articuler pour le long terme un plan zéro débarquement qui vise à interdire les exportations d'armes dans les pays en guerre, renforcer l'aide au développement, renforcer la coopération, etc., qui serait une vision
plus de gauche, on va dire. Et donc c'est là où ils sont ambigus. En tout cas, ils manient le en même temps eux aussi, quoi. Et pour poursuivre, sur l'ambiguïté, il siège au Parlement européen dans un groupe donc, qui s'appelle Europe de la liberté et de la démocratie directe, dans lequel on retrouve les Britanniques du UKIP, donc parti xénophobe. Il y a un élu du parti d'extrême droite allemand AfD, et puis il y a les Patriotes, donc des transfuges du FN, dont Florian Philippot. Donc voilà, là c'est aussi quand même des gens pas très fréquentables. Christophe Goyot. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle fréquentable ou pas. Mais je pense que le M5S correspond aussi à l'écroulement de deux cultures. À la fois la culture de gauche et la culture catholique. Parce que ce qu'on ne remarque pas aussi, c'est que la seule personnalité importante en Italie qui porte une parole forte pour l'immigration, c'est le pape. Ouais. Le pape François. Or, vu les résultats électoraux, en général, au-delà du M5S, il n'a plus aucun écho sur l'électorat italien. La Ligue, qui est le parti le plus radical, a eu un score extraordinaire, y compris dans les terres ultra-catholiques de Vénétie. Et de l'autre côté, le M5S est en train a percé quand même dans des territoires historiquement de gauche, qu'on appelle les régions rouges du centre. Tout en gagnant aussi au sud, où là, dans le fond, si on est... c'est la région d'Italie où il y a le moins d'idéologie. Mais il y a aussi un catholicisme traditionnel. Donc en fait, là, je pense que c'est plutôt... Quand je parle de neutralité, ils ont une certaine distance par rapport aux valeurs humanistes, traditionnelles, catholiques ou communistes. Mais c'est, à mon avis, une des clés de leur succès électoral. Parce que dans le fond, ils sont partis comme un parti écolo. Les partis écolos, aujourd'hui, en Europe, ne comptent pratiquement plus rien électoralement, sont en désarroi total. Mais ils ont eu la différence par rapport à un parti écolo. Ils ont fait deux choses. Ils n'ont pas du tout pris une position pro-immigration. Ils n'ont pas pris la position droit de l'homiste, comme diraient certains, peu politiquement correct. En gros, ils n'ont rien dit. Et puis de l'autre côté, ils ont fait une autre chose que les Verts, les écolos ne font pas, c'est-à-dire ils se sont choisis un chef. Ou plus exactement, un chef les a créés dès le départ. Donc, pour moi, c'est vraiment cette mixture-là qui leur a permis de décoller. Et ensuite, maintenant, ils ont décollé, et puis effectivement, ils deviennent... On peut presque parler de parti attrape-tous, et peut-être, mettre un peu les choses en avant, mais il y a même des gens qui disent c'est peut-être la nouvelle démocratie chrétienne, la nouvelle Dicci, oui, la nuova Dicci, et en plus, avec cette caractéristique pour les Italiens qui frappent toujours, c'est cette force dans le Sud. Mais alors, précisément, volontairement, de façon un peu provocante, je pose la question dans l'autre sens. Est-ce que ce qui était dit tout à l'heure sur le revenu d'existence, sur l'opposition à l'austérité, sur les origines écolo, ça ne fait pas aussi penser à d'autres forces qu'on classe à la gauche alternative en France ou en Espagne? Parce que quand on regarde la sociologie du vote, on voit quand même qu'ils performent énormément auprès des jeunes, souvent des gens qui sont inquiets de leur avenir économique. C'est d'ailleurs ces questions-là qui les mobilisent. Bon, ça rappelle quand même des caractéristiques qu'on trouve franchement du côté chez Podemos, évidemment. Suivez mon regard, peut-être Camille Bedoc là-dessus. Non, mais à ce titre, je pense que c'est aussi pour ça que ce qui va se passer maintenant dans les semaines qui viennent, et de savoir si des partis vont vouloir s'allier avec le mouvement 5 étoiles, et si le mouvement 5 étoiles va plutôt se tourner vers la droite ou vers la gauche, ça va être vraiment quelque chose de très important. Le parti est à la croisée des chemins dans ce sens-là, parce que je pense qu'il est aussi dans une certaine voie de normalisation, dans le sens où, en 2013, il était complètement inenvisageable qu'il s'allie avec qui que ce soit. Et là, maintenant, ils sont non seulement en position de force parce qu'ils sont le premier parti, il est quand même assez probable que Mattarella va donner à Luigi Di Maio la tâche de former un gouvernement, et donc de savoir comment vont réagir à la fois les autres partis et vers qui, eux, ils vont se tourner, c'est très important. Et les premiers signes laissent plutôt entendre qu'ils n'ont pas très envie de s'allier avec la Ligue du Nord, et que la Ligue du Nord n'a pas très envie de s'allier avec eux, et qu'au contraire, même si au PD, le débat est lancé, et que probablement d'ailleurs il va complètement déchirer le parti, une partie n'est pas défavorable à l'idée de s'allier avec le mouvement 5 étoiles, et très certainement le mouvement 5 étoiles préférerait s'allier avec la gauche qu'avec l'extrême droite. Donc les prochaines semaines, à ce titre-là, elles vont être très très importantes. Jérémy Dousson, sur ce rapport à la gauche alternative. Parce que des fois, en lisant votre livre, alors vous travaillez aussi sur les premières années du mouvement, pas ce qu'il est devenu et tout ce que a dit Amélie sur les alliances au niveau européen et les dernières positions sur l'immigration. Mais à un moment, je me suis dit, quand j'ai lu les passages sur l'écologie, le sens du travail, la lutte contre le burn-out, je me dis en fait, c'est une sorte de Hamon sous stéroïde anti-élite. C'est fou.
C'est vrai que beaucoup disent d'ailleurs pourquoi il n'existe pas de gauche altermondialiste ou d'Italia insoumise, parce qu'il y a déjà le mouvement 5 étoiles qui capte en fait ce vote protestataire-là, altermondialiste, et qui a déjà ce côté-là. Maintenant, ce qu'il faut voir, aujourd'hui ils sont à un moment de vérité, je suis tout à fait d'accord, on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Très clairement, si jamais ils décident d'aller avec la Ligue, moi je pense que c'est un aller sans retour vers un suicide politique. Il faut voir qu'aujourd'hui, ils sont plutôt présents au sud, la Ligue est au nord. Ils ont, moi je dirais, plutôt la Ligue est eurosceptique. L'électorat de droite, le taux d'euroscepticisme monte à 80-90%. Au mouvement 5 étoiles, vous êtes à 50%. Et on peut plutôt parler d'une eurofrustration. C'est-à-dire, on n'aime pas l'Europe, on veut la changer. Maintenant, ils veulent plus forcément en sortir. Oui, il y a eu un changement aussi C'est ça, exactement. par rapport à la monnaie unique. Ils ont évolué, exactement. Et je ne pense pas que les électorats soient compatibles. Et en plus, il vient de la gauche. Et est-ce qu'il n'est pas en train d'y retourner? Parce qu'il y a eu aussi un effet vote utile. C'est-à-dire qu'une partie des électeurs de gauche qui ne voulaient pas d'un ticket Berlusconi-Salvini ont pu voter pour eux, en fait. Donc très clairement, aujourd'hui, ils sont à la croisée des chemins et on va voir de quel côté ils penchent. Là, Alfonso, vous qu'on voit dès les premiers 2 jours après les élections, c'est que le mouvement 5 étoiles préférait faire une entente avec la gauche. Car avec la droite de Matteo Salvini, avec la Ligue Nord, il ne serait pas les protagonistes absolus. Car Matteo Salvini veut être le protagoniste absolu, veut être le leader. Et il veut être un leader anti-européiste, anti-euro et anti-immigration. Et tout comme ça. Et pensez qu'il a fait une chose qui a beaucoup étonné. Les derniers jours de la campagne électorale, peut-être vous l'avez vu à la télé, Matteo Salvini a fait son discours à Milan avec l'Évangile. Et les rosaires. C'était vraiment étonnant ça, car les catholiques n'ont pas agréé ça. Aussi, autre chose, il y a la droite et l'extrême droite italienne qui attaque tous les jours le pape François, car ils disent qu'il est communiste. Et alors, il y a des journaux de droite comme Libero, La Verità et des autres comme ça, qui écrivent que le vrai pape, c'est Ratzinger. C'est encore Benoît, c'est encore le pape Benoît et pas le pape François vu comme un antipape, comme une chose comme ça. Alors, je voudrais revenir, peut-être avec vous, Camille Bedoc, sur la chute des partis traditionnels, et la chute en particulier du PD, et la démission qui a suivi de Matteo Renzi, qui était le secrétaire général du Parti démocrate. Est-ce que le Parti démocrate s'enfonce là dans une crise profonde? Est-ce qu'il est sur la voie du PS français? Il n'est pas encore en mort clinique comme le PS, mais il est quand même, il est dans une situation difficile. Et en fait, il est dans une situation difficile depuis au moins, depuis décembre 2016 et depuis que Matteo Renzi a perdu son référendum constitutionnel, parce qu'il avait vraiment misé tout son crédit politique sur ce référendum qui aurait en gros pas aboli le Sénat, mais l'aurait considérablement affaibli, et sur l'idée qu'avec sa nouvelle loi électorale, qui était l'Italicum, donc qui n'est jamais rentrée en vigueur, il allait rééditer en fait l'exploit des européennes, faire 40%, diriger l'Italie tout seul. Et en fait, il n'a pas démissionné à ce moment-là, il n'y a pas eu des nouvelles élections, et en fait, depuis, de toute façon, le PD est complètement polarisé sur la personnalité de Renzi. Il continue à l'être, et d'ailleurs, c'est un point aussi important des négociations, parce que le mouvement 5 étoiles a dit qu'il envisageait de s'allier avec le PD, mais pas le PD de Matteo Renzi. Mais justement, son départ ne résout pas cette question, d'après vous? En fait, c'est un départ à la Renzi, c'est-à-dire il a dit « Alors, je m'en vais,
mais pas tout de suite, quand le gouvernement sera formé, après les Après qu'on a consultations, décidé le et de toute gouvernement. façon, on ne s'alliera pas avec le mouvement 5 étoiles, et que ceux qui veulent s'allier le disent. Donc c'était quand même assez combinatoire. Alors, avant de passer la parole peut-être à Jérémy Dousson, je me tourne vers Christophe Bouillot, puisqu'on avait travaillé ensemble à une note que vous avez publiée à la Fondation Jean Jaurès sur la gauche italienne, et en particulier, vous aviez tout anglais sur la gauche sous Renzi et le Parti démocrate comme le parti de Renzi, qui lui-même voulait en faire le parti de la nation. Oui. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en gros, pour comprendre l'explosion en vol de Renzi? Il me semble que ça vient d'être dit. Il voulait une ratification populaire pour son grand train de réforme, qui était vraiment une réforme très profonde de la Constitution. Et en plus, avec un changement de la loi électorale, dont certains vieux antifascistes, politiciens antifascistes, disaient que c'était l'équivalent des lois mussoliniennes, parce qu'elle était ultra majoritaire. C'est-à-dire qu'elle permettait à une minorité d'avoir une majorité pratiquement blindée dans la seule chambre qui restait, qui est décisionnelle. Donc il y avait vraiment, à partir de là, il y avait cet échec. Effectivement, il aurait dû partir, il a refusé de partir, et il a abîmé en quelque sorte son parti, qui par contre conserve quelques bases, parce que quand on voit la sociologie électorale, il reste fort quand même dans le centre de l'Italie, où il a quand même des traditions qui sont finalement presque plus fortes que le PS, parce qu'on voit bien c'est une force locale, et puis il est encore très fort dans les élites italiennes. Il faut bien avouer que la sociologie du vote Parti démocrate en Italie, c'est un peu aussi la sociologie des boutiques de luxe. C'est-à-dire que quand même, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant pour un parti de gauche que, ce qui pose problème. Alors, c'est vrai ça. Et je vais vous noter que le Parti démocrate, en 2013, quand il y avait Bersani, secrétaire, et il était arrivé les premiers, mais pas vraiment vainqueur, avec les 25,4% de votes. Maintenant, Renzi, il a les 18,7%. En 5 ans, avec 5 ans de gouvernement du Parti démocrate, Renzi et ensuite Gentiloni, on a perdu 2,5 millions de votes. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a aussi à dire une chose, que par beaucoup des électeurs de gauche, Renzi n'est pas de gauche. Le problème est là. Il est considéré un vieux démocristien. Alors, on va continuer le débat. J'en profite parce qu'on a préparé une petite vidéo. C'est une scène que les amoureux de l'Italie connaissent très bien. C'est une scène de cinéma d'un film de Nanni Moretti. Elle date de 1998. Et donc voilà, Stéphane Aliès, que personne ne voit à l'écran, nous la crie. Et effectivement, dans cette scène, Moretti, ça se passe presque de traduction. Voix d'Alema, donc un vieux leader centre-gauche qui fait partie de la scission du Parti démocrate, on va en parler. Donc il est parti du parti de Renzi. Et D'Alema était le leader de centre-gauche à l'époque. Et Moretti est devant sa télé, il le voit muet devant Berlusconi et il lui crie, mais dis quelque chose de gauche. On regarde l'extrait. Non mi far vedere che tortura questa campagna elettorale. Speriamo che finisca presto. D'Alema, reagisci. Il problema oggi di questo paese è che dei giudici che sono nella magistratura perseguono degli avversari politici e non dovrebbe in un paese che vuole essere democratico essere consentito che chi è impegnato ideologicamente possa aprire delle inchieste e giudicare colui che considera un nemico politico. Questo è il momento drammatico. D'Alema, rispondi, non ti far mettere in mezzo sulla giustizia proprio da Berlusconi. D'Alema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà. D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci. Voilà, alors, effectivement, on dit quelque chose de gauche, il le dit, on pourrait presque répliquer la scène aujourd'hui avec Renzi, sauf qu'il y a eu cette scission du Parti démocrate avec D'Alema et plein d'autres anciens leaders, Bersani notamment, que vous avez cité tout à l'heure, qui se retrouvent dans ce parti qui a fait 3% des votes. Oui, cela a été étonnant, car
les sondagistes disaient qu'il avait presque les 6 ou aussi en plus. On parlait d'un résultat des chiffres. Mais il y a eu les 3 et 3, c'est-à-dire non. Ils ont tout juste passé le seuil pour entrer au Parlement. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et autre chose, une chose à considérer, c'est que maintenant, l'électorat du Parti démocrate est un électorat vieux. Et c'est le premier parti entre les gens qui ont plus de 65 ans. Et les moins votés par les jeunes gens entre les 18 et les 34 ans. Et il est considéré, autre chose, ça a été à Rome, à Milan, mais aussi à Gênes où je suis, et il a vaincu seulement dans les centres de la ville, et entre la bourgeoisie illuminée, comme on peut l'appeler, mais pas plus dans les quartiers ouvriers. Les quartiers ouvriers traditionnels de la gauche à Gênes, par exemple, et ont tous voté pour les 5 étoiles. Et le Parti démocrate, d'ailleurs, n'a obtenu aucun siège de député. C'est vrai. Et vous pensez que à la législature en avant de celle-ci, les partis démocrates avaient 16 députés en Ligurie. Maintenant, on a 3. Et Gênes n'a plus d'une. Oui, pour revenir sur les raisons de la chute un peu de Matteo Renzi, il faut aussi indiquer une chose qui était aussi dans la note que j'avais préparée il y a quelques temps pour la Fondation Jean Jaurès. C'est à savoir que il y avait tout un programme de réformes économiques, des réformes économiques très libérales, qui étaient véritablement le consensus de Washington appliqué à Paris. Il a fait ce Major Act, toute une série de réformes. Et il a suivi le mode d'emploi. Son ministre de l'économie, M. Padoan, était un ancien dirigeant de l'OCDE, donc qui était vraiment quelqu'un au maximum de la science économique standard. Ces réformes ont amené un petit surcroît de croissance cette année, mais en fait, il y a un écart complet, mais total. On est à 90 degrés entre ce que voient les économistes et ce que perçoivent les Italiens. C'est-à-dire que les Italiens perçoivent que la situation est soit très mauvaise, soit qu'elle va empirer. Et les économistes disent « Ah, ça va mieux ». Et effectivement, en plus, il y a un autre miracle, c'est que l'Italie, quand même, est une nation exportatrice. Oui. Et nous, une nation exportatrice, l'Italie a un solde commercial positif. Néanmoins, l'économie italienne, en général, ne repart pas. Et la plupart des Italiens, quasiment 95% des Italiens ne s'en rendent pas compte. Y compris d'ailleurs dans l'électorat du Parti démocrate. J'étais dans cette journée d'études où on montrait des données qui montraient que, en gros, y compris au sein de l'électorat du Parti démocrate, il n'y avait que 25% de ces gens qui pensaient que la situation était bonne. Alors que c'était eux qui pensaient que la situation était vraiment très bonne. Alors n'allons pas regarder du côté des électeurs de la Ligue ou des électeurs du M5S. Alors là, c'était... Ils pensent tous que la catastrophe est en cours. Jérémy Doussan, vous vouliez réagir aussi ? Oui, j'ai tendance à penser que les choses arrivent d'abord en Italie et ensuite dans le reste de l'Europe. Donc, plutôt que de se dire est-ce que le Parti démocrate va suivre le Parti socialiste, je dirais est-ce que la République en marche va suivre le Parti démocrate, dans le sens où c'est la ligne Macron qui a perdu en fait dimanche. Matteo Renzi, c'est un discours pro-européen. Il avait gagné 41% des voix aux élections, c'était les européennes de 2014. Et plus tard, Macron, sur cette même ligne-là, a eu son succès qu'on a vu l'an dernier. Et en fait, on se rend compte que après un premier succès, derrière, il peut aussi avoir des soucis. Donc, Beppe Grillo aussi, et le mouvement 5 étoiles, d'abord en Italie, ensuite on a ces mouvements qui fonctionnent sur le modèle de la démocratie plébiscitaire qui arrivent en France. Et donc voilà, les choses, si elles arrivent d'abord en Italie et ensuite dans le reste de l'Europe, on peut se demander si la République en marche n'a pas un destin à la Renzi, à la Parti démocrate devant lui. Camille Bedoc.
Non, je voulais revenir pas là-dessus, mais plutôt sur les aspects sur l'économie, où c'est vrai que voilà, les Italiens ne voient pas justement cette reprise, mais si on reprend justement la perception des jeunes, notamment de l'économie, il y a eu pour le coup une note du FMI, donc pas une source gauchiste récemment, qui montrait en fait à la fois que l'Italie était vraiment un pays où le niveau de redistribution pour les personnes qui avaient le revenu le plus faible était, je crois, 6 ou 7 fois moins important qu'au Danemark, et où en plus les 18-34 ans recevaient vraiment très 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 peu justement de l'État-providence. Donc il y a aussi cet aspect que l'État-providence en Italie est non seulement très faible, mais il est particulièrement faible pour les jeunes, et ça explique, je pense aussi dans une large mesure, pourquoi ils se sont tournés vers le mouvement 5 étoiles, sans compter qu'il y a aussi beaucoup d'Italiens qui tout simplement émigrent, les diplômés émigrent en Italie, oui. Et ensuite ce sont des gens qu'on ne va pas retrouver dans les urnes, et ça va aussi influencer la sociologie du pays. Voilà. Alors, peut-être, on a beaucoup parlé justement du Parti démocrate, de son échec. Il y a autre chose qui s'est passé, vous l'avez déjà dit en quelque sorte, c'est le score très impressionnant de la Ligue du Nord, devenue tout simplement la Ligue, qui est à l'extrême droite dans l'échiquier politique italien, et qui surtout est passé devant la force de Berlusconi. Alors je me tourne vers vous, Christophe Bouillot, parce que vous avez commencé votre carrière de politiste en travaillant sur la Ligue du Nord, qui à l'époque n'avait évidemment pas la même taille électorale, et donc vous avez pu observer son évolution et donc sa progression, et j'imagine que les scores en plus ont dû vous frapper, puisque je me renseigne, j'ai lu une interview de vous quelques jours avant. Bon, vous disiez, finalement, peut-être que Berlusconi va rester devant la Ligue, quoi. Donc c'est vrai, et c'est tout à fait normal, parce qu'après tout, peu de gens, y compris, je pense, les sondages, vous voyez ce dépassement qui est en plus très net, quoi. On n'est pas sur un écart faible. Oui, ça c'est la grande surprise électorale, c'est-à-dire qu'effectivement, Berlusconi ne réussit pas son pari de revenir complètement. Et au contraire, se fait dépasser par Matteo Salvini, qui par contre réussit extraordinairement son pari. Il faut voir que la vraie surprise, c'est quand même un parti qui faisait 4% des voix aux élections de 2013, qui était un parti mourant, avec une direction, accusée du pire des népotismes, mais du vrai népotisme auprès de ses enfants. Vous passez mourante aussi. Hein ? Mourante aussi. Oui, mourante par l'âge, avec des problèmes de santé extraordinaires du leader historique. Et là, vous passez de 4 à 18%. Et en plus, c'est le pari de passer la ligne du pot. C'est-à-dire que, en fait, de conquérir le Sud. Voilà, de conquérir le Sud. En fait, en réalité, la Ligue, depuis les années 90, voulait s'implanter au Sud. C'est-à-dire que, dès les années 90, elle crée une Ligue Centre et une Ligue Sud, qui ont des résultats 0,0. Bon. Ensuite, dans les années 2008, ils essayent de s'allier avec un parti régionaliste d'origine sicilienne, le Mouvement pour l'autonomie de Raffaele. Et ça ne marche pas vraiment, parce que le partenaire sicilien s'écroule de lui-même sous le poids de la corruption. Et puis là, nouvelle direction, nouvelle orientation. La Ligue décide de faire comme Marine Le Pen, de devenir un parti national, un parti de la nation. Et effectivement, le pari est réussi. On a des augmentations de vote au Sud on passe dans certaines villes de 83 voix pour la Ligue à 10 000. Des augmentations jamais vues. Et d'ailleurs, il y a même une discussion au sein de la profession. Est-ce que c'est la Ligue, au sens historique du terme, c'est-à-dire le même parti que moi j'ai étudié au début, ou en fait, est-ce que la Ligue n'est pas morte en 2013 ? La Ligue du Nord est morte en 2013. Et en fait, il y a une autre force politique qui est en fait le parti personnel de M. Matteo Salvini, qui lui est un leader nationaliste italien qui a une prise partout. En fait, les deux options sont possibles parce qu'en fait, l'autre miracle de la Ligue, c'est d'avoir réussi à conserver son électorat dans sa base lombardo-vénète. Et en plus d'avoir cet électorat veut l'autonomie, puisqu'il a voté pour l'autonomie à l'automne dernier. Donc là, vraiment, c'est une réussite extraordinaire. Et ça explique aussi la crise, parce que Salvini, visiblement, pour l'instant, a tué Berlusconi. Il est possible que Berlusconi veuille le tuer, parce qu'effectivement, ce n'était pas du tout prévu de la part de Berlusconi qu'il ait enfin un dauphin. Parce que toute l'histoire de la droite, depuis 25 ans, il n'y a pas de dauphin. Il y a Berlusconi, il n'y a pas de dauphin. C'est le successeur. Voilà, c'est le successeur. Voilà. Et là, pour l'instant, Salvini, c'est peut-être le successeur. Et à ce moment-là, Berlusconi,
il entre dans l'histoire, il disparaît, et son parti disparaît, etc. Sachant aussi que, pour revenir sur l'histoire du crucifix, quand même, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, la raison du succès de la Ligue, Salvini, c'est aussi les électeurs de Forza Italia qui, au dernier moment, apparemment, basculent du côté de la Ligue. Oui. Et donc, je pense qu'il fait appel à l'électorat âgé, traditionnel, catholique, de droite, qui votait anticommuniste en 1970, qui est toujours là, qui a voté anticommuniste pendant des années, et puis maintenant qui vote anti-M5S. Et le vote... Surtout les problèmes, excusez-moi, c'est le problème de la peur. Et Salvini, quelqu'un l'a appelé, il y a un acteur comique italien qui est Antonio Albanese, qui avait inventé le personnage du ministre de la peur. Et il pensait à Matteo Salvini. Et la chose est là. Et continuer à dire qu'il y a l'envahissement par les migrants, qu'il y a des millions de gens qui viennent d'Afrique et d'autre part, qu'il y a l'Europe qui va nous prendre toutes choses, tout l'argent et les choses comme ça. Et ensuite, il y a eu le gouvernement Renzi qui a changé la loi sur les pensions. Alors, on ne peut pas aller à la retraite, des choses comme ça. Et avec la peur, les gens que vous disiez, les gens les plus... aussi moins scolarisés. C'est-à-dire que l'électorat de la Ligue Nord, c'est les moins scolarisés. Et c'est un point commun d'ailleurs au parti de droite radicale de oui, nombreux pays, y compris en France avec le Front National. C'est comme ça. Et la peur des immigrés. Et il y a eu la question de Macerata, l'homme qui est allé avec les fusils. Mais il y a eu à Florence lundi cette chose terrible d'un homme qui avait déjà menacé des Africains, qui est sorti, il a dit moi je veux me tuer, mais il a tué un Sénégalais. Au lendemain des élections. Si. Comme si là, tout était permis avec ce score de l'extrême droite. Oui, c'est ça. Ce discours anti-migrant. Je dis seulement une chose encore. Il y a une différence très, très grande entre ceux qui ont voté pour la Ligue au nord du pays et au sud. La différence, c'est qu'au sud, le sud, c'est bien différent du nord. Et il n'y a pas les mêmes niveaux de services publics et des choses comme ça. Et alors, c'est vraiment les mouvements 5 étoiles, on les voit comme les défenseurs des pauvres. C'est la chose. Et c'est incroyable comme la gauche est vue comme les partis des riches, et qui ont du temps à perdre à parler des bienfaisances, des choses comme ça, et d'accueil. Si on veut faire une petite comparaison avec la France, peut-être que la droite est en train de vivre ce que j'appelle dans mon livre un instant Fillon. C'est-à-dire le moment où la droite se choisit un leader de droite, et donc va peut-être laisser de la place au centre. Et c'est intéressant, on parlait tout à l'heure du mouvement 5 étoiles, du Parti démocrate. Vous avez dit que le mouvement 5 étoiles pouvait être un Macron qui vient d'en bas, le Parti démocrate d'en haut. Je pense qu'effectivement, ça peut libérer aussi une partie de l'électorat centriste qui ne se reconnaîtra pas forcément dans Matteo Salvini. Alors, l'électorat centriste qui était quand même très, très, très réduit à ce scrutin, peut-être Camille Bédoc sur ces dynamiques du système partisan italien. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'on en a moins parlé de la victoire, du fait que Salvini ait réussi à passer devant Forza Italia, alors que c'est vraiment le deuxième point le plus important du scrutin. Après, si on va plutôt sur les points de continuité que sur les points de rupture, par exemple, l'alliance Ligue, Forza Italia et post-fasciste, qui maintenant sont Fratelli d'Italia, qui avant était Alliance Nationale, c'est une alliance qui est installée depuis 1994, qui a gouverné 3 fois
Donc c'est pas non plus une nouveauté. Évidemment, la nouveauté, effectivement, c'est le leadership de Salvini. C'est le rapport interne. C'est le rapport de ces force forces, interne. Mais d'ailleurs, c'est assez frappant au Nord, et ça a déjà été un peu dit, de voir à quel point les électorats de Forza Italia et de la Ligue du Nord sont poreux. C'est-à-dire que les voix qui ont été récupérées par la Ligue du Nord, ce sont des voix qui ont été perdues par Forza Italia. Donc, il y a aussi une cohérence de cet électorat. Et ça explique aussi, je pense, la réticence, encore une fois, de Salvini à aller maintenant éventuellement se tourner vers le mouvement 5 étoiles. Parce qu'il faut aussi voir que la Ligue gouverne des régions très importantes, la Lombardie, la Vénétie, donc les régions parmi les plus riches d'Italie, qu'ils ont l'habitude d'une alliance avec Forza Italia, et que pour eux, finalement, c'est vraiment tout bénéfice, en quelque sorte, de devenir le premier interlocuteur à droite, ce qui était déjà dans certaines régions du Nord. Donc, de ce point de vue-là, il y a une discontinuité, mais il y a aussi plein de points de continuité qui sont le fait que cette alliance est bien installée dans le temps. Le chiffre qui m'a surpris, moi, c'est que 90% des gens qui avaient voté à droite il y a 5 ans ont voté pour la coalition des droites cette fois-ci. Donc ça va complètement dans ce sens-là. C'est un électorat très homogène, c'est le même, sauf que maintenant, il se reconnaît plus sur Salvini que sur Berlusconi. Peut-être, Christophe Bouvet, une réaction, quand on préparait cette émission, on a échangé un peu ensemble et vous me faisiez remarquer effectivement que ces voix du centre, notamment le centre pro-européen, c'était vraiment évaporé, que ces listes en tout cas faisaient pas de score. Et donc la question que j'avais, mais qui peut aussi s'adresser aux autres invités, c'est les conséquences pour l'intégration européenne et telle qu'elle va de ces résultats, ou en tout cas ce que ça dit du rapport des Italiens à l'intégration européenne dans un premier temps, quoi. Vaste question. Mais la chose principale, c'est qu'il faut prendre acte avec ces élections que l'Italie, qui était le pays de l'Europe de l'Ouest, qui était probablement le plus euro-enthousiaste dans les années 80. Je crois même me rappeler qu'il a même voté une permission en juin 89 que l'Assemblée de Strasbourg devienne une assemblée constituante. C'était le seul pays. Ils ont voté tout seuls, mais à l'époque, ils étaient ultra-fédéralistes et leur classe politique était fédéraliste. Aujourd'hui, si on additionne les voix de tout le monde, c'est effectivement une majorité eurosceptique, ou eurocritique, ou euromorose. Sachant que c'est très appuyé sur les sondages d'opinion qu'on peut avoir. C'est-à-dire que fondamentalement, l'enthousiasme des Italiens s'est beaucoup refroidi. Et si on vous montrait peut-être les chiffres d'un côté de l'Italie et de la Grande-Bretagne, en ne disant pas quel côté on se trouve, il est possible que deviner quel est le pays concerné ne serait pas si facile que ça. Non, il y a vraiment un rapport très... Et après, il y a aussi le fait qu'il me semble que pour beaucoup d'Italiens, quand même, l'épisode de novembre 2011 a véritablement été un épisode de rupture. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient eu l'impression que l'Europe imposait un Mario Monti à la tête du pays et mettait de côté Berlusconi, pour beaucoup, ça veut dire que Mario Monti a gouverné le pays au nom de l'Europe. Et effectivement, il reproche du coup à l'Europe d'avoir pris ces mauvaises décisions. Il faut dire aussi qu'il faut comprendre, je pense qu'en France, on ne comprend pas bien le niveau d'austérité et de violence de l'austérité qui ont été décidés en quelques semaines, sans aucune réaction pratiquement syndicale et avec l'appui des grandes forces politiques, y compris des choses comme la fameuse loi Fornero sur les retraites, qui a quand même eu le miracle de laisser, le drame de laisser des gens qui avaient prévu avec un système de pré-retraite de partir à un certain moment. Et finalement, comme l'âge de la retraite a été reculé d'un coup, ils se sont trouvés entre deux systèmes. Entre la pré-retraite qui avait été prévue et l'âge de la retraite. On a appelé ça le problème sans rien, ni salaire, voilà. ni retraite. En fait, quand même, des techniciens qui font une réforme, et en plus, Madame Fornero était prof de droit, il me semble, de droit à Turin. À Turin, il me semble, donc c'était vraiment soi-disant une grande spécialiste. Elle prend une réforme, elle oublie un certain nombre de personnes dans son système parce qu'ils ont décidé trop vite. C'est vraiment aussi dramatique. Et ensuite, l'économie s'est vraiment écroulée, elle ne s'en est toujours pas complètement remise. Donc c'est pour ça aussi que l'Europe... Italien, les recettes européennes, tout ça, ils y croient moyennement. Et moi, j'ai été très frappé aussi de voir que l'euroscepticisme peut gagner, y compris des gens comme la Confindustria, qui finalement, eux-mêmes, ont donné à un certain moment des critiques de l'Europe. Parce que
ils ont bien vu que leur base sociale, des entreprises, étaient en difficulté. Et ils ne sont pas très critiques sur le mouvement 5 étoiles et la Lega depuis les élections, d'ailleurs. Ouais. Ils ont pris position en disant on a vu pire. Mais aussi Marchionne, il a dit bon, on a vu des choses le PDG de la pire. Fiat, le président du MEDEF local. Et alors justement, pour revenir dans l'actualité, qu'est-ce qu'on peut imaginer là du coup comme futur gouvernement? Est-ce qu'on peut imaginer par exemple un gouvernement minoritaire qui serait dirigé par le M5S avec l'appui de certains élus de différents partis au Parlement? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être... L'hypothèse d'un gouvernement minoritaire est possible. Est possible car seulement si les mouvements 5 étoiles allaient ensemble, les partis démocrates ou la Ligue Nord peut avoir la majorité. Et si, d'autre part, les 5 étoiles peuvent faire un gouvernement avec un appui extérieur. C'est-à-dire en allant chercher les voix à chaque projet. Quoi, oui, à chaque projet. Et on connaît beaucoup de gouvernements comme ça en Italie. Ce n'est pas la première fois. Et dans les années 80, les gouvernements de Bettino Craxi, c'était des gouvernements minoritaires. Et il y avait aussi les partis communistes et la démocratie chrétienne qui votaient selon les nécessités du moment. Hein, ce ne serait pas la première fois pour l'Italie du gouvernement minoritaire. Il faut dire qu'il y a des différences tellement profondes entre les partis. Et avec la Ligue Nord, les mouvements 5 étoiles doivent se porter à la droite. Et en faisant comme ça, il va perdre tous les votes qu'il a pris des électeurs qui étaient en avant, des électeurs de gauche, des électeurs du PD. Oui, c'était le risque que soulignait tout à l'heure Jérémy Dousson. Peut-être je me tourne vers Camille Bedoc sur cette question. Alors, on va pas... Effectivement, il y a plein de scénarios. On ne va pas vous demander ce qui va se passer. Que va-t-il se passer? Non, mais... parce qu'en plus, vous avez travaillé sur cette question de réforme institutionnelle. Et on sait qu'en Italie, ça a toujours été le grand truc. Depuis les années 90, il faut qu'on se normalise, qu'on ait un fait majoritaire, enfin bien comme il faut. Bon, là, ils sont pas du tout là-dedans. En fait, en Italie, il y a un peu un problème. C'est que franchement, ils ont essayé depuis 1993 un nombre incalculable de fois, justement, de faire des lois qui feraient en sorte qu'on aurait une espèce de démocratie majoritaire en Italie. Manifestement, ce n'est pas arrivé. Et là, en plus, on est dans une situation où, de toute façon, l'Italie est tripolaire, qu'on le veuille ou non. Et donc, dans un système tripolaire, à moins en fait de fabriquer une majorité, mais de la fabriquer vraiment entre guillemets par la violence, c'est-à-dire en disant le premier parti a 55% des voix, c'est pas possible de faire une majorité. D'autant plus que la Cour constitutionnelle, il faut aussi le noter, elle a eu un rôle très important dans la dernière législature parce qu'elle a censuré deux systèmes électoraux, l'ancien système électoral qui s'appelait le Porcellum, qui justement prévoyait une prime importante pour la coalition arrivée en tête, en jugeant que c'était une prime trop importante, et l'Italicum, qui était donc le système qu'a essayé de mettre en place Renzi, qui prévoyait aussi en fait une prime qui aurait été attribuée après un second tour entre les deux coalitions arrivées en ballottage. Ça a été censuré, donc de toute façon, c'est plus une option sur la table, sans compter qu'il n'y a pas de chiffres pour le faire. Donc en fait, ce qui est assez frappant, c'est la difficulté d'un certain nombre de commentateurs, journalistes, professeurs de sciences politiques, de droit constitutionnel en Italie, d'abandonner cette idée de dire on va fabriquer une majorité pour faire de l'Italie la Grande-Bretagne, en caricaturant, ou la France, surtout la France, voilà, parce que c'est vrai. Moi, on m'avait dit par exemple un jour, mais la France c'est magique parce que avec une minorité des votes, au deuxième tour, on fabrique une majorité. Et j'avais dit oui, mais c'est magique, mais après la surreprésentation du parti arrivé en tête, ils m'ont dit mais non, mais c'est magique, c'est ça qu'il faut faire en Italie. Ça n'a pas été possible de le faire à la dernière législature. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer? Finalement, on est dans un scénario qui est assez classique, en fait, quand on y pense dans une démocratie parlementaire, de dire on a voté et on ne sait pas encore qui va gouverner, il va y avoir des longues tractations pour le savoir.
Et si on ne parvient pas à mettre ensemble les partis, sachant que vous l'avez dit, il n'y a pas 50 solutions, il faut que le mouvement 5 étoiles soit dans une coalition, soit avec le PD, soit avec la Ligue. Et si ça ne se passe pas comme ça, moi, je ne pense pas qu'on aura un gouvernement minoritaire. Je parierais plutôt sur un gouvernement ou un gouvernement technique qui, en gros, ou un gouvernement du président qui gouvernerait pendant quelques mois avec un retour aux élections assez rapide. Mais il y a encore des gens qui veulent une nouvelle fois modifier la loi électorale. Aux élections, après une nouvelle loi électorale, peut-être... C'est le cercle. Dernière intervention de Christophe Bouillot. Oui, en fait, l'insistance en Italie à passer à une loi majoritaire, électorale majoritaire, ils ont perdu une énergie énorme. Peut-être il faudrait remonter des années 80 où effectivement les spécialistes de droit constitutionnel et de sciences politiques ont peut-être induit tout le monde en erreur. Parce que finalement, il y a des pays en Europe qui ont des lois parfaitement proportionnelles. Prenons le Danemark ou la Suède, où ça, en gros, ça fonctionne très bien du point de vue démocratique. Ils n'ont pas changé la loi électorale depuis longtemps. Alors qu'en Italie, ils avaient une loi très proportionnelle, ils l'ont abandonnée, et ils n'arrivent pas à retrouver une loi correcte. Et peut-être qu'on va revenir à une loi encore avec un système majoritaire. Mais c'est compliqué, puisque la Cour a pris quand même des... Ouais. Et puis c'est une fuite en avant, parce que plus on réforme la loi électorale, plus on rend le système partisan instable, plus on risque de devoir modifier la loi électorale pour refabriquer. Et il y a une espèce de côté cercle vicieux aussi, et qui fait aussi que toute l'énergie qui est passée à faire des réformes institutionnelles, elle n'est pas passée à faire des réformes économiques, à faire des réformes de l'État-providence, à répondre aux besoins des Italiens. Et elle contribue aussi, ça c'est mon point de vue, à nourrir le sentiment antipolitique d'un jeu, d'un petit théâtre de gens qui finalement sont en train de faire des règles pour eux-mêmes, par eux-mêmes, et qui ne se préoccupent pas des problèmes du pays. Donc je pense que c'est... Je vous remercie en tout cas à tous d'être venus discuter. Bon, vous l'avez compris, c'est pas fini, cette histoire italienne, et on va continuer à le couvrir dans Mediapart, par les reportages, les analyses et des entretiens, évidemment, avec des acteurs et des chercheurs. Merci de nous avoir suivis. Vous le savez maintenant, Mediapart Live, c'est tous les mercredis. Ça commence à 19h, donc on se retrouve mercredi prochain à 19h. Et je n'oublie pas de rappeler la formule d'abonnement qu'il y a en ce moment. C'est spécial pour les 10 ans, donc 3 mois pour 10 €. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.